Si j'augmente, pour bloquer le déficit, pour réduire le déficit, il faut augmenter les recettes tout en bloquant les dépenses. Mais là, sur le cas d'espèce, il y a des menaces sur les subventions. J'en viens. Oui. Ça, je veux déjà que les téléspectateurs comprennent une chose. L'État a deux leviers, recettes-dépenses publiques, recettes publiques. Pour maintenir le déficit, soit j'augmente les recettes en bloquant les dépenses. Bloquer les dépenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir sur des leviers comme les subventions, etc. Ou bien sur des économies d'échelle au niveau des ministères, sur le train de vie de l'État. Ou bien, si je ne peux pas augmenter les recettes, si aujourd'hui l'État a fait le plein de ses capacités de recouvrement de recettes, l'État est obligé de réduire ses dépenses. Et c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui. J'ai bien peur qu'on y aille parce que, en termes de perspective déjà, je ne dirais pas qu'on est blacklisté, hein, mais la dernière notation de Moody's déjà, P1, fait que le FMI et tous les partenaires techniques et financiers vont y regarder de près, vont surveiller de près et vont exiger également de l'État, n'est-ce pas, des actions énergiques, n'est-ce pas, sur des postes de charge. C'est-à-dire l'application de la vérité des prix. Bon, pas de façon drastique, mais c'est des négociations. Voilà, les bailleurs vont vous dire, on vous finance à condition que vous faites ça. Est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est ceux qui sont à la manette qui vont devoir y répondre. Bon, souvent je taquine quelqu'un en lui disant que l'actuel ministre de l'économie, l'actuel ministre des finances et du budget, je pense qu'il est né en 1978. Voilà, le plan d'ajustement structurel, c'était en 79-80. Oui. Moins d'État, mieux d'État, tout ce qui est dépenses sociales, à caractère social, on nous demandait, les gens exigeaient de l'État du Sénégal que ces dépenses puissent être coupées. Et actuellement, donc, dans le lexique, il faut aller revisiter tout ce qu'on a fait de mauvais et de bon pendant cette période difficile pour pouvoir éviter le pire. Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Il n'y a pas péril en la demeure parce que les États, c'est comme des alchimistes. L'État trouve toujours le moyen, peut toujours trouver le moyen de retomber sur le bon pied. Maintenant, on peut retomber sur le bon pied tout en ayant une entorse, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Si la marge de manœuvre se réduit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais là, il faut faire preuve d'entre-gens aussi. D'entre-gens, de capacité de négociation, mais surtout de fermeté sur certains points. Parce qu'aujourd'hui, accepter de réduire les subventions sur l'énergie, sur les denrées de première nécessité, etc., c'est se faire harakiri. Si l'État accepte cela, il n'y aura pas d'effet induit sur l'économie du pays. Bien au contraire, il y aura une sorte de contraction de la demande. Et si la demande se contracte, l'offre également pourrait ne pas être au rendez-vous. Et dans ce cas, on plonge directement vers une récession. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a possibilité de faire outre que de se plier aux injonctions, par exemple, des institutions du Bretton Woods? Oui, il y a un de mes vieux collègues, là, Mour Ndiaye, que je salue au passage, qui souvent disait quand on te tire, tu ne choisis pas où est-ce que ta nuque va cogner. Il faut qu'on évite donc qu'on nous tire par les pieds, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a certains sujets même qui ne sont pas à l'échelle, qui ne doivent pas être réglés à l'échelle nationale. La question du déficit, la question, disons, du taux d'endettement. Depuis la Covid-19, après la Covid-19, juste après, mais les critères de convergence là devaient sauter depuis. Ah bon? Mais aujourd'hui, après la Covid, il fallait un volontarisme d'État, un volontarisme des partenaires et financiers pour accompagner nos États. Nos États qui sont confrontés à beaucoup de difficultés. Prends aujourd'hui le Mali qui est en guerre. Prends aujourd'hui certains pays qui ont des difficultés pour avoir de l'eau et de l'électricité. Si ces pays s'endettent pour régler ces questions-là, est-ce que cet endettement pour la sécurité, cet endettement pour régler des questions basiques, est-ce que cet endettement doit être logé dans la forme de dette
à prendre en compte dans le cadre du taux d'endettement. Et ça, c'est un problème de leadership. Nos États qui sont confrontés au terrorisme. Rien que aujourd'hui, acheter un hélicoptère Apache, 30 milliards. Acheter un hélicoptère Tigre, 30 milliards, pour sécuriser ton territoire. Est-ce que cet endettement doit être logé dans les critères d'évaluation de ta dette, alors que c'est un endettement viable? Donc, c'est pourquoi il faut une autre conception. Et là, il faut un leadership africain pour taper sur la table. Parce que si, après la Deuxième Guerre mondiale, si on avait appliqué ces politiques draconiennes à l'Europe d'après-guerre, l'Europe serait restée, n'est-ce pas, dans une période très sombre. Mais oui, mais l'Afrique aussi ne peut pas toujours être dans une politique d'assistanat. Non, je ne parle pas d'assistanat, je parle de partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Aujourd'hui... Mais oui, mais qu'est-ce que l'Afrique a proposé aussi? Oui, mais aujourd'hui, par exemple, l'Afrique, il y a toujours le déficit des infrastructures, la question de l'énergie, etc. C'est pourquoi je ne veux pas demain que nos États, notre pays par exemple, veuillent faire cavalier seul sur certains sujets. Parce que c'est peine perdue. Sur certains sujets, si on pense qu'on peut les régler à l'échelle de notre pays, on se trompe. Maintenant, comment embarquer les autres dans cette réflexion stratégique? Je me rappelle, lors du sommet sur la soutenabilité de la dette africaine, à l'époque organisé ici au CICAD, la question était posée à l'époque. C'était en 2018, je pense, 2019. La question était posée sur la soutenabilité de la dette africaine. Souvent, les gens te blacklistent sur la base. Un pays qui est en guerre, il a une mauvaise notation. Ensuite, on lui dit, tu dois respecter des critères de convergence sur le ratio du taux d'endettement. C'est comme si on demandait à ce pays, n'est-ce pas, d'aller se faire harakiri. Mais il faut que ça soit porté collectivement par nos États. C'est la raison pour laquelle, à l'intention du ministre des Finances et du Budget, sur certains sujets, il faut travailler dans le cadre de l'UEMOA, dans le cadre de la CEDEAO, et même dans le cadre de l'Union africaine. Mais oui, mais dans le cadre d'espèces aujourd'hui au Sénégal, il faut noter quand même que c'est probablement les tenants actuels du pouvoir ont hérité d'une situation de ruine. Mais Fabrice... ont hérité d'un pays complètement à la ramasse, c'est ce qu'ils disent. Fabrice... Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui a entraîné ce fait de mauvaise notation? Lavoisier nous disait que rien ne se perd. Tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. Mais oui, mais quand même, quand on hérite d'une situation carabinée, vous voulez... Bon, l'héritage, de toute façon, ils peuvent l'apprécier à la fois de façon positive et négative. Parce qu'il y a toujours l'héritage, il y a toujours le passif et l'actif. Moi, je ne défends personne. Mais toujours est-il que... Mais au moins, il y a la responsabilité du pouvoir sortant sur ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, au moins, vous... Il faut aller au-delà de cette perception. Je donne un exemple, c'est très simple. Oui. Sur la fiscalité. Oui. Sur la fiscalité. Le fait de redresser tout azimut les entreprises, quel sera l'impact sur le taux de chômage? Quel sera l'impact sur la contraction de l'offre? Je vous repose la question. Non, mais aujourd'hui, si toutes les entreprises, on les redresse, ces entreprises vont payer, ils vont passer à la caisse. Elles sont obligées de passer à la